Michael J. White, considéré comme l'un des hommes les plus solides et redoutables de l'histoire d'Hollywood, a su se tailler une place grâce à une maîtrise hors pair des arts martiaux chinois, perfectionnée tout au long de sa vie. Son style d'entraînement unique reste gravé dans les mémoires et contribue à sa réputation. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un nouveau repère de l'esthétique de la violence, un film mené par Michael J. White, Takeover, la prise de contrôle. Nous allons suivre l'histoire d'un tueur d'élite, obsédé par son travail, et découvrir comment, entre chasse et rédemption, il traverse un chemin sanglant. L'histoire débute à New York, sur une grande avenue illuminée de néons et animée de bars. Le parrain Alcado, chef mafieux, est plongé dans la nostalgie de son fils décédé. Soudain, un appel téléphonique urgent interrompt son recueillement. L'un de ses hommes lui apprend qu'un micro-espion a été installé dans son bureau. Le visage d'Alcado se ferme immédiatement. Son bras droit accuse aussitôt le clan rival dirigé par Angèle, une femme dangereuse et ambitieuse qui cherche depuis longtemps à s'emparer du contrôle total du monde souterrain new-yorkais. Pourtant, Alcado trouve cela étrange. Si tout le monde était présent dans son bureau au moment des faits, comment Angèle aurait-elle pu y placer un micro sans l'aide d'un complice? Pris d'un doute, Alcado demande « Qui a quitté mon bureau en dernier ?» Son homme de main lui répond que c'était Peter, un membre réputé de l'organisation. Les soupçons se portent donc immédiatement sur lui. Pour en avoir le cœur net, Alcado ordonne que Peter soit capturé et ramené, afin de l'interroger personnellement. Pendant ce temps, Peter ignore tous des soupçons qui pèsent sur lui. Il se trouve dans une réunion d'un groupe de soutien pour tueurs repentis, surnommé les Workaholics Anonymes. Il confie aux autres son passé violent, admettant qu'il a toujours aimé tuer au point d'en négliger ses proches et sa vie personnelle. Désormais, il souhaite abandonner cette soif de sang et mener une existence normale. À la sortie de la réunion, il se rend à Chinatown pour satisfaire une envie particulière, manger le stinky tofu préparé par une vieille dame qu'il apprécie. Mais avant d'en croquer une bouchée, il est assommé. À son réveil, il se retrouve attaché dans un entrepôt abandonné. Devant lui se dresse un colosse surnommé la Mort, l'un des lieutenants les plus brutaux d'Alcado et, autrefois, son ami proche. C'est lui qui a reçu l'ordre de le capturer. Peter, ignorant la situation, plaisante encore et se moque, ce qui énerve la Mort. Ce dernier l'accuse de trahison. Pourquoi as-tu dénoncé ton propre frère? Peter, confus, croit qu'il lui reproche simplement de ne pas avoir assisté à son match de basket 2 ans plus tôt. Il promet maladroitement de ne plus rater les prochains, mais lorsque la Mort exige qu'il livre les informations qu'il aurait transmises à l'ennemi, Peter comprend que quelque chose cloche. Soudain, un des sbires de la Mort allume un lance-flamme, prêt à en finir. Peter réalise qu'il est accusé à tort d'être un traître et qu'il doit absolument se défendre. Malgré ses liens d'amitié avec son bourreau, il n'a pas le choix. Il se libère violemment, neutralise un à un les hommes autour de lui, et finit par assommer la Mort lui-même. Dans une scène à la fois brutale et absurde, Peter applique le canon du lance-flamme encore brûlant sur la plaie de son adversaire, dégageant une odeur de chair grillée. Confus, il jure une fois encore qu'il n'a jamais trahi l'organisation. Mais la Mort n'y croit pas. Pour lui, Peter est un informateur. Avant de perdre connaissance, il lui dit que désormais, toute l'organisation est à ses trousses. Peter s'en sort de justesse, prend le téléphone de son ami inconscient et compose le 911 pour signaler un blessé, puis quitte l'entrepôt. Quelques instants plus tard, il entre dans un bar où il retrouve Maura, la patronne, et son ex-compagne. Tous les regards se tournent vers lui, client comme employé se fige. Maura, qui avait rompu avec lui en raison de son obsession maladive pour le travail et son incapacité à accorder du temps à leur relation, ne lui cache pas son ressentiment. Peter tente de s'excuser, usant de charme et de belles paroles, mais Maura n'est pas dupe, elle sait qu'il n'est pas venu demander pardon, mais chercher refuge. Elle lui rappelle leurs problèmes de fond. Il a toujours privilégié les contrats de tueur à gages à leur vie commune, négligeant son amour. Même si elle l'aime encore, elle ne peut plus supporter ce mode de vie. La discussion tourne court quand l'un des lieutenants d'Alcado, Oranto, fait irruption dans le bar avec plusieurs hommes armés. Oranto est un ancien ami de Peter, mais il n'a pas oublié une vieille rancune. Le jour de la cérémonie de majorité de sa fille, Peter avait promis de venir, mais il avait préféré accomplir une mission de nettoyage de cadavres. La déception de sa fille fut immense. Oranto profite de cette rancune personnelle pour justifier son attaque. Ses hommes dégainent leurs armes. Un combat chaotique éclate dans le bar. À la surprise générale, Maura se range du côté de Peter et l'aide à se défendre. Ensemble, ils affrontent les assaillants dans une violente bagarre qui détruit une partie du mobilier. Finalement, après avoir survécu au combat, Oranto se relève et provoque Maura en affirmant qu'elle bluffe. Ton pistolet est vide. Mais un tir dans sa jambe lui prouve le contraire. Quand la poussière retombe, Peter supplie Maura d'appeler son père Alcado pour clarifier la situation et prouver son innocence. Mais elle refuse catégoriquement. Exaspérée par ses choix, elle veut qu'il assume enfin les conséquences de ses actes. Après le combat dans le bar, Maura donne un dernier avertissement à Peter. Il doit trouver seul une solution à ses problèmes, car elle ne veut plus être entraînée dans ces histoires sanglantes. Malgré tout, elle reste troublée par ses sentiments. Peter sort précipitamment dans la rue et monte dans une voiture. Mais il n'a pas le temps de souffler. Quelques instants plus tard, plusieurs hommes armés montent à bord. Le chef s'appelle Drake, un ancien collègue de Peter, lui aussi originaire du même quartier. Dans le passé, leurs différends avaient été mineurs, mais cette fois, Drake est bien décidé à le capturer pour le compte d'Alcado. Intrigué, Peter demande combien vaut sa tête. Lorsqu'il apprend que la prime fixée n'est que de 500 000 $, il se sent insulté. Lui, un assassin de premier rang, une légende dans le milieu,
évalué à un prix si bas. Mais ces protestations ne changent rien. Drake et ses hommes ont pour ordre de le ramener vivant. Peter observe attentivement. Chaque homme tient une mitraillette. Seul le passager avant porte une ceinture de sécurité. Soudain, Peter improvise un plan audacieux et complètement insensé. Profitant d'un moment d'inattention, il déclenche une série de manœuvres chaotiques qui désorientent tout le monde. Après quelques secondes d'un combat confus dans l'habitacle, il parvient à assommer ses ravisseurs, les éjecte de la voiture, et prend le volant pour s'enfuir, laissant Drake groggy sur le trottoir. Son instinct le conduit chez son plus vieil ami et frère d'armes, Miller. Ce dernier est un tueur redouté, presque aussi célèbre que Peter, et dont la fille considère Peter comme son parrain. Mais à peine entré, Peter se retrouve avec le canon d'un pistolet braqué sur lui. Miller l'accuse à son tour de trahison. Peter tente d'expliquer, mais Miller ne veut rien entendre. Selon lui, en venant chez lui, Peter met en danger sa femme et sa fille. Pour Miller, l'organisation entière le considère comme un informateur, et il doit en assumer les conséquences. Une bagarre éclate entre les deux hommes, mélange de rage fraternelle et de coups portés avec sincérité. Ils se connaissent trop bien, anticipent chacun les mouvements de l'autre, et l'affrontement ressemble plus à une querelle de frères qu'à un combat à mort. Pourtant, derrière chaque coup, la colère de Miller éclate, il reproche à Peter son égoïsme, sa tendance à toujours privilégier son travail plutôt que ses proches. Le téléphone de Miller interrompt la bagarre, c'est sa femme. Essoufflé, Miller répond, et sa voix laisse croire qu'il trompe sa femme avec une autre. Peter doit intervenir pour témoigner et prouver que ce n'est pas le cas. Mais une fois le coup de fil terminé, les deux hommes reprennent aussitôt leur affrontement, comme si rien ne s'était passé. Finalement, Miller explose. Il confie à Peter qu'il l'a toujours considéré comme son petit frère, l'invitant aux moments les plus importants de la vie de sa famille. Mais Peter, absorbé par son obsession de tuer et son désir d'être le meilleur, a toujours déçu ceux qu'il aimait. Même sa fille attendait en vain sa venue lors d'une exposition scientifique. Les enfants espéraient voir apparaître tonton Peter, mais il n'est jamais venu. En entendant ses reproches, Peter reste sans voix. Il commence à réaliser les dégâts qu'il a causés autour de lui, mais ne sait pas comment réparer ses erreurs. Il quitte la maison de Miller, accablé, et retourne voir Maura. Celle-ci, méfiante, le tire immédiatement à l'intérieur pour éviter que ses poursuivants ne ravagent encore son appartement. Maura le connaît trop bien, si Peter vient, c'est qu'il a échoué ailleurs. Elle lui fait face, regarde autour de toi. Tous ceux qui t'entourent ont une famille, des amis, une passion, sauf toi. Toi, tu n'as que ton travail. Tu veux devenir le plus grand tueur du monde, mais dis-moi, si tu meurs demain, qui se souviendra de toi? Qui parlera de tes exploits, et pendant combien de temps? Mais Peter ne saisit pas encore la leçon. Avant qu'il n'ait le temps de répondre, une fléchette anesthésiante le frappe au cou. Il s'écroule, inconscient. Dans son rêve, il se retrouve à nouveau dans la réunion des Workaholics anonymes. Alors qu'il parle de ses souffrances, les autres participants sortent des armes et le braquent. Il se réveille en sursaut, haletant, sous le regard amusé de Maura, qui n'avait jamais vu ce tueur sanguinaire montrer une telle vulnérabilité. La scène tourne même à l'humour, il se rend compte que son pantalon a glissé, se rhabille précipitamment, et taquine Maura en lui demandant si elle lui a fait quelque chose pendant son sommeil. Elle, gênée, n'a pas le temps de répondre, car la porte s'ouvre violemment, un nouveau groupe d'hommes envoyés par Alcado surgit. Maura, excédée, se prépare cette fois à riposter. Elle n'a jamais eu peur de se battre, après tout, elle est la fille d'un mafieux, élevée dans un environnement où survivre signifiait savoir manier les armes. Aux côtés de Peter, elle neutralise les assaillants en quelques instants, prouvant qu'elle reste aussi dangereuse que lui. Après cette nouvelle attaque, Peter comprend que Maura l'aime encore, et son cœur, lui aussi, brûle pour elle. Il rêve de bâtir une famille avec elle, mais reste prisonnier de son addiction à la violence et au sang. Maura, lucide, lui dit alors, si tu veux vraiment changer, il faut commencer par un premier pas. Ce premier pas, c'est de décrocher le téléphone et d'appeler son père, Alcado, pour mettre fin au malentendu. Peter hésite, mais Maura l'encourage, c'est la seule façon d'avoir une chance de repartir à zéro. Au même moment, Alcado, furieux, sermonne ses hommes de main. Vous êtes incapables de neutraliser un seul homme. Mais il reçoit l'appel de sa fille. Maura lui explique que Peter est avec elle et qu'ils veulent discuter. Alcado refuse. Amène-moi ce traître. Nous réglerons ça face à face. Maura tente de le raisonner, mais Alcado est intransigeant. Pour Peter, c'est une impasse, l'homme qu'il a autrefois recueilli, qu'il considérait comme un père, le croit désormais coupable. Peter se remémore son passé. Il n'était autrefois qu'un vagabond perdu dans les rues, incapable de survivre à un hiver new-yorkais. C'est Alcado qui l'avait recueilli, nourri, logé, et offert une famille. Mieux encore, Alcado avait même envisagé de lui céder sa fille, Maura, et une partie de ses affaires. Pour Peter, cet homme représentait plus qu'un patron, il était un père de substitution. Mais à présent, Alcado est convaincu qu'il a trahi. Lorsque Peter ose se plaindre de la prime fixée sur sa tête, seulement 500 000 $, Alcado explose. Tu oses encore parler de prix, alors que je pourrais te tuer de 100 façons différentes avant l'aube. Et il raccroche violemment. Peter est sous le choc. Il voulait prouver son innocence, mais n'a fait qu'aggraver la situation. Comment se défendre alors que tout le monde le croit déjà coupable? Maura, pragmatique, propose une solution. Il n'y a qu'un moyen de laver ton nom, abattre Angèle, la chef du clan rival. Cette idée séduit Peter. Angèle est l'ennemi juré d'Alcado. Si elle disparaît, il pourra prouver sa loyauté et effacer toute suspicion. Mais Maura l'avertit, c'est extrêmement risqué. Si Peter échoue, cela déclenchera une guerre sanglante entre les deux clans. Malgré tout,
Peter a déjà pris sa décision. Il attaquera Angel ce soir. Maura, bien qu'inquiète, choisit de l'accompagner. Elle ouvre un coffre secret rempli d'armes et d'équipements. Là où d'autres enfants recevaient des jouets pour leur anniversaire, elle recevait des armes à feu de son père. Sa collection est impressionnante, et Peter, même avec son expérience, reste stupéfait. Ensemble, ils se préparent. Maura se charge du soutien à distance avec une camionnette équipée, tandis que Peter se faufile jusqu'au bâtiment où Angel et ses hommes se réunissent. Grâce à sa discrétion, Peter élimine les gardes du toit et pénètre dans le bâtiment. À l'intérieur, les hommes d'Angel sont occupés à jouer, inconscients du danger. Armés d'une simple pagaie trouvée sur place, Peter les neutralise un à un, démontrant son habileté et son audace. Mais pendant ce temps, Maura est surprise dans la camionnette par un ennemi redoutable, Pegini, le bras droit d'Angel, un combattant redouté. Consciente qu'elle ne peut pas l'affronter de front, Maura se laisse capturer pour éviter une exécution sommaire. De son côté, Peter affronte une vague d'ennemis. Leur réactivité prouve qu'ils étaient préparés. Ce n'est pas une attaque surprise, mais un piège. Angel apparaît enfin, sereine, presque amusée de voir Peter et Maura tomber dans ses filets. Angel s'adresse à Maura. Ton arrivée a brisé l'équilibre fragile entre nos clans. Jusqu'à présent, nous avions trouvé un modus vivendi avec ton père. Mais toi et ton amant, vous allez déclencher la guerre. Maura, imperturbable, répond, profite de ce moment. Parce que demain, ton clan n'existera plus. Sa confiance en Peter est totale. Et elle n'a pas tort. Peter, enchaînant tirs précis et esquives élégantes, abat méthodiquement les hommes d'Angel. Ses mouvements sont si fluides et calculés que ses ennemis, bien que nombreux, tombent les uns après les autres. Mais Pegini entre en scène. Contrairement aux autres, il est un véritable adversaire. D'entrée, il blesse Peter par balle. Ce dernier réplique en lançant une grenade pour créer un répit. Angel, qui voulait en profiter pour torturer Maura, est temporairement désorienté par l'explosion. Peter fonce sur Pegini. Le combat est brutal, équilibré. Peter, habitué à dominer ses adversaires, se retrouve acculé par la vitesse et la force de son ennemi. Pegini le projette violemment au sol. Pendant ce temps, Angel saisit Maura et la jette hors de portée. Contrairement aux apparences, Angel est elle aussi une combattante aguerrie. Sa force et sa précision surprennent même Maura, qui croyait pouvoir l'affronter. Peter se relève et continue son duel contre Pegini. C'est un affrontement long, éreintant, où chaque coup est porté avec une intensité féroce. Finalement, Peter réussit à désarmer son adversaire et à le mettre hors de combat. Mais Pegini, increvable, réapparaît quelques instants plus tard, blessé mais toujours dangereux. Alors que le combat s'éternise, Maura trouve une ouverture et utilise un sac de farine comme arme improvisée. Elle le force dans la bouche d'Angel, qui s'effondre rapidement en convulsant, victime de sa propre faiblesse. Elle vendait de la drogue, mais n'en consommait jamais. Peter et Maura profitent de la confusion pour abattre définitivement Pegini. Exténué mais victorieux, ils respirent enfin. Pour prouver leur succès, Peter saisit un appareil photo et prend, non sans humour, plusieurs clichés de posant avec le cadavre d'Angel. Ce moment grotesque contraste avec la violence de la bataille, mais scelle leur victoire. Après l'élimination d'Angel et de son bras droit, l'atmosphère change entre Peter et Maura. Jusqu'ici, Maura avait constamment demandé à Peter de changer pour elle, de renoncer à son obsession du meurtre et de la violence. Mais face à ce qu'il vient d'accomplir, elle décide de ne plus lui imposer cette condition. Elle comprend qu'il est à son apogée lorsqu'il est lui-même, un tueur exceptionnel, et qu'elle ne devrait pas lui demander de renoncer à ce qu'il est. De son côté, Peter pense exactement l'inverse. Pour lui, l'amour de Maura et la vie de famille passent désormais avant tout. Après avoir vécu tant de combats, de trahisons et de confrontations, il réalise que même les plus grands exploits ou les plus sanglantes victoires ne valent rien face à la possibilité de rester auprès de celle qu'il aime. Alors qu'ils partagent ce moment de sincérité, une voiture s'arrête devant eux. Le conducteur n'est autre qu'Alcado en personne, accompagné de ses hommes. Peter s'avance, sûr de lui, et annonce fièrement. « J'ai éliminé Angel. Voilà la preuve que je n'ai jamais trahi. » Contre toute attente, Alcado esquisse un sourire. Il avoue qu'il savait déjà que la rumeur de trahison était fausse. Peter est abasourdi. « Si tu savais que c'était un mensonge, pourquoi m'as-tu pourchassé ?» Alcado répond calmement. Il connaît Peter mieux que personne. Il savait que pour blanchir son honneur, Peter chercherait inévitablement à tuer Angel. Il avait anticipé ce scénario. Mais il y a plus. Alcado admet que toute cette épreuve n'était pas seulement un test de loyauté. C'était aussi un moyen de sonder les sentiments de Peter envers sa fille, Maura. Il avait deviné que c'est elle qui pousserait Peter à accomplir cet acte désespéré pour prouver son innocence. Le vieux mafieux, avec une lucidité presque cruelle, conclut. Une femme connaît toujours les recoins les plus secrets du cœur d'un homme. Désormais, avec la mort d'Angel, la voie est libre. Beaucoup savent déjà qu'Alcado a désormais les moyens d'unifier le monde souterrain de New York. Et pour lui, il n'y a qu'un seul héritier légitime, Peter. Il explique qu'aucun autre membre de son organisation ne contestera ce choix. Peter a prouvé sa valeur sur le terrain, et il est aimé de sa fille. En réalité, Alcado vient de confirmer qu'il le considère comme son successeur, non seulement pour les affaires, mais aussi pour la famille. Puis, avec une gravité paternelle, Alcado révèle la véritable leçon. Le plus grand succès d'un homme ne réside pas dans son pouvoir ou dans ses victoires sanglantes. Ce qui compte, c'est de bâtir une famille complète et heureuse. Il met en garde Peter. Quand il était jeune, il a fait l'erreur de ne penser qu'au travail, sacrifiant sa femme et perdant son fils. Aujourd'hui, il ne veut pas que Peter répète son destin. Peter l'écoute, bouleversé.
Pour la première fois, il comprend que sa quête obsessionnelle pour devenir le tueur le plus redoutable du monde n'est qu'un vide. Sa véritable mission, désormais, est de chérir Mora et de fonder avec elle une vie différente. Alcado, satisfait, donne sa bénédiction. Il accepte de confier sa fille à Peter. Les fusillades, les combats, les pièges et les trahisons n'étaient finalement que des détours vers ce moment, la véritable conclusion de l'histoire. Car ce film, derrière ses scènes de violence chorégraphiées et son esthétisme brutal, cache un message plus profond. Le travail et l'ambition sont importants, mais la vie ne se résume pas à cela. La famille, l'amour et les liens humains sont la véritable essence de l'existence.